Christophe Colomb ne fut pas le premier à découvrir les îles des Caraïbes. Plus de 1000 ans avant le débarquement des Européens, Cuba et les autres îles de la Grande Caraïbe étaient déjà habitées par les Indiens Taïnos. Les Taïnos formaient un peuple pacifique et prospère pratiquant une agriculture intensive. Les premiers contacts furent chaleureux, mais la situation n'allait pas tarder à se dégrader pour les Taïnos. Des mauvais traitements de la part des colons, des exactions et des massacres ainsi que les maladies importées d'Europe contribuèrent à faire disparaître leur civilisation en quelques années. Atuay fut un des premiers chefs indiens à s'opposer par la force aux envahisseurs. Il périt sur le bûcher en 1512. Il fut le premier héros de la lutte contre la colonisation. Cuba compte plusieurs statues dédiées à ce résistant. Entre autres à Baracoa. Les colonisateurs cherchaient avant tout le profit, sans se soucier des conséquences sur les populations autochtones. La recherche de l'or était leur plus grande motivation. Ils ont d'abord dépossédé les populations locales, avant de mettre les habitants au travail pour extraire l'or des mines. Certains se sont rendus compte qu'il était plus facile d'attaquer les bateaux appartenant aux puissances coloniales concurrentes. Ainsi, le Hollandais Pitain devint un héros très populaire après avoir pillé la flotte espagnole, dans la baie de Matanza en 1628. Le butin permit de payer toutes les dépenses de l'armée des Pays-Bas pendant 8 mois. La guerre hispano-américaine en 1898 se solda par l'indépendance de Cuba en 1901. Évidemment, l'indépendance de Cuba vis-à-vis de l'Espagne a son prix. Toute la région passa sous le contrôle des États-Unis. Cuba représentait un intérêt surtout stratégique pour les Américains qui voyaient en Cuba un excellent emplacement pour des bases militaires. Cuba, géographiquement proche des États-Unis, se transforma peu à peu en paradis pour riches Américains. Les conditions de vie des locaux ne s'améliorèrent pas et la situation politique de Cuba mènera petit à petit à la dictature dirigée par Fulgencio Batista. Et les rues se remplirent de rutilantes Chevrolet et autres Oldsmobile. Les Américains implantés sur l'île ne furent pas tous de grands capitalistes. Parmi eux, l'écrivain Ernest Hemingway occupe une place de choix. Hemingway était un grand amateur de pêche et de chasse. Voici quelques images de son bateau, le Pilar, ainsi que de l'intérieur de sa villa à La Havane, achetée en 1939, grâce au droit d'adaptation au cinéma de son roman « Pour qui sonne le glas ». Rares sont ceux qui ont leur statue à leur place habituelle dans leur bar favori.
Le régime de Batista était basé sur la corruption et bénéficia du soutien de la mafia américaine, qui détenait le monopole sur les jeux, la prostitution et la drogue. Un business très juteux. La colère grondait depuis 1951, et une attaque par une centaine de guérilleros sur la caserne Moncada à Santiago le 26 juillet 1953 marqua le début de la révolution cubaine. L'attaque de la caserne se solda par un échec et la mort de dizaines de guérilleros. Les chefs de la rébellion, dont entre autres les frères Fidel et Raúl Castro, durent s'exiler, mais revinrent à Cuba quelques années plus tard. Sous la pression de la révolution menée par Fidel Castro, secondé par Ernesto Che Guevara, le président Batista démissionna le 1er janvier 1959. Les relations avec les États-Unis n'allaient pas tarder à s'envenimer, et le débarquement manqué dans la baie des Cochons en 1961, suivi de l'affaire des missiles soviétiques l'année suivante, marquèrent le début d'un embargo sévère qui allait durer 60 ans. Avec toutes les conséquences économiques et politiques dues à un isolement forcé. Entre autres conséquences, le non-renouvellement du parc automobile, qui fait le bonheur des touristes. Une tentative de réconciliation avec l'histoire mouvementée de ce pays. Dans les années 60, une immense fresque voulant représenter l'évolution de la Terre des origines à nos jours, fut peinte sur une falaise à Vignales.